Bonjour Denis Boide. Bonjour Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. Bon, la première question que je suis obligé de vous poser, monsieur le sénateur, comment ça va après ces quelques semaines de convalescence? 6 semaines de convalescence parce que je me suis cassé un os de mon pied et c'est vrai que ça m'a fait 6 semaines avec une botte, enfin un machin compliqué et un gène. Voilà. Bon, ça va, vous avez l'air en forme en tout cas. En forme et reposé aussi. Exactement. Alors vous avez la lucidité peut-être pour nous répondre à cette première question. L'exécutif vient d'annoncer une crise économique, des déficits publics qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que vous êtes inquiet? C'est formidable parce que depuis des années, là où on voit ces gens qui sont brillants, qui nous parlent d'économie, qui sont capables de nous faire de grands discours, qui nous disent que la dette est un réel problème, que l'intérêt de la dette coûte très cher aux Français, qu'il faut réduire l'endettement, qu'il faut baisser les impôts, qu'il ne faut pas faire payer les plus riches, notamment sur les super profits, etc., etc. Aujourd'hui, on se rend compte que cette dette, dans les 20 dernières années, elle est passée de 1000 milliards à 3000 milliards. Si on regarde un petit peu ceux qui ont été au pouvoir ces 20 dernières années, les socialistes n'ont fait que 5 ans quand même. Hein. Et les socialistes, sur les 2000 milliards, sont responsables de 350 milliards d'euros. Tout le reste, c'est la droite et Macron, Emmanuel Macron. Et Macron qui est le champion de toute catégorie. Alors après avoir fait le quoi qu'il en coûte, moi, je n'ai pas de solution miracle. Hein. Quand j'entends qu'on veut continuer l'investissement, qu'on veut réduire les impôts, qu'on ne fait pas faire payer les impôts sur l'ISF et qu'on a supprimé un certain nombre d'impôts. Les impôts qui ont été supprimés, je veux dire, rien que pour cette année, c'est 60 millions d'euros quand même. C'est pas neutre en termes de recettes fiscales. Et on s'aperçoit là qu'on ne veut pas faire payer les super profits. Quand les super profits, c'est 67 milliards d'euros qui rentrent dans la poche de quelques Français, ça représente 1% des Français. C'est pas grand-chose. Donc on voit très bien que je ne comprends pas l'équation dans laquelle ils veulent nous mettre. Il nous faut résorber l'endettement, c'est une certitude parce que c'est les générations futures qui vont le remplacer. Dans le même temps, on supprime quelques dizaines de milliards d'euros d'une manière un petit peu pire que le 49.3 d'ailleurs, pour faire soi-disant des économies budgétaires. On ne veut regarder que les dépenses. On supprime de l'argent sur le logement qui est déjà en... C'est une des questions que j'allais vous poser parce que... Alors je ne m'écarte pas, on y reviendra. Quand je vois les restaurants du cœur, qui aujourd'hui ne sont plus en mesure de distribuer à celles et ceux qui en ont le plus besoin, qui sont le plus dans la précarité des repas tout le temps et en permanence et en quantité suffisante, quand je vois tout ça, je me dis, mais on marche sur la tête dans ce pays. C'est les limites de l'économie libérale? C'est plus que les limites, on a dépassé les limites de l'économie libérale. Il faut vite qu'on se ressaisisse et qu'on arrête de faire croire aux Français qu'on va diminuer les impôts. Quand j'entends qu'on veut diminuer les impôts, j'en paye des impôts. Et tant mieux si j'en paye. Moi, je connais une période où j'en payais pas et c'était bien moins que c'est beaucoup bien que maintenant. Donc, qu'on paye des impôts, effectivement, il faut payer des impôts, mais qu'on redresse un petit peu la situation de ce pays. Il y a deux crises majeures. Effectivement, vous avez touché du doigt l'une de ces crises. En début d'année, c'est la crise des agriculteurs. Vous avez pris la parole sur le sujet. Ça fait des années que vous parlez de cette crise agricole et la crise du logement. Comment on fait, Denis Boide, face à cette situation que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire un gouvernement qui cherche uniquement à économiser des dépenses? Comment on fait? On parle d'agriculteurs en commençant? Oui. Alors, les agriculteurs. Quelle est la problématique des agriculteurs, notamment les agriculteurs gardois? On a une récolte 2021 avec le gel qui est catastrophique, une récolte 2022 qui est une récolte normale mais qui n'est pas exceptionnelle, et on arrive à cette récolte 2023 et on a encore toute la récolte 2022 dans les cuves. Donc on voit qu'il y a une crise de baisse de la consommation en France. Il y a 4 millions d'hectolitres de vin qui rentrent de l'étranger. On voit qu'on n'est pas capable ou on a des difficultés à vendre, de se développer à l'export. Donc à partir de là, il nous faut prendre des mesures qui soient des mesures un petit peu draconiennes. Je dis depuis des mois. De protection aussi. De protection de cette économie. Au-delà de ça, je crois qu'il nous faut mettre en adéquation la production et la consommation que nous avons. Donc il nous faut de l'arrachage. Et ça, bon, on va en avoir, mais on ne sait pas quand. Il nous fallait de l'aide à la trésorerie. Il nous a dit OK, il nous donne de l'aide à la trésorerie. Il fallait de la distillation. On avait besoin de 4 millions d'hectos, on n'en a eu que 3. Donc il reste 1 million d'hectos de vin dans les cuves, etc. etc. On voit le désarroi des agriculteurs. Et derrière tout ça, on nous parle de simplification des mesures.
Enfin, si on y arrive à cette simplification. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on en parle. Voilà pour la crise viticole. Et sur la crise du logement, parce qu'aujourd'hui on le voit, la situation elle est dramatique, y compris pour ces entreprises du bâtiment qui souffrent aujourd'hui. On fait comment, vous qui avez été président d'Habitat du Gard? Je vais pas revenir sur la RLS, on en avait parlé il y a 2 ou 3 ans. Dans l'émission, y compris quand vous étiez venu. C'était à l'époque Julien de Normandie qui avait mis en place ce dispositif qui a privé les organismes sociaux d'une part de recettes qui est non négligeable quand même. Pour Habitat du Gard, ça doit être 6 ou 7 millions d'euros par an, c'est pas neutre. Tout ça, c'est de l'investissement en moins. Aujourd'hui, comment on relance la machine? Il n'y a plus de volonté politique du gouvernement de produire du logement social. On a donc une panne du logement social et dans le même temps, cette précarité qu'on voit avec des gens qui recherchent un logement. Derrière tout ça, on a un tas de dispositifs de défiscalisation dont il faut se poser la question s'ils ont un intérêt ou pas. Mais derrière tout ça, on n'a plus de politique de logement intermédiaire. On se retrouve avec des promoteurs qui n'arrivent pas à écouler les ventes qu'ils ont en stock. Et derrière ça, on a des jeunes couples qui voudraient pouvoir acquérir un bien et avoir un appartement qui leur appartienne et qui ont de plus en plus de difficultés à trouver le crédit nécessaire et au taux qui va bien. Donc on est vraiment sur une crise qui va avoir... C'est quoi? C'est l'exécutif? C'est le gouvernement qui peut être moteur pour relancer la machine? Non, mais là, le gouvernement, c'est pas qu'il n'est pas moteur. C'est qu'on a des ministres du logement qui, les uns derrière les autres, ne font que des propositions qui sont ultra-libérales où on laisse faire le marché. Et on voit que le marché est à bout. On revient sur l'actualité locale, si vous voulez bien, avec les intempéries meurtrières du début du mois de mars. Vous avez été président du conseil départemental du Gard. Il y a la question autour des barriérages sur ces ponts submersibles. Il y a la question également de la culture du risque, Denis Boide. Quand vous avez vu ce week-end dramatique dans le département du Gard, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Premièrement, on n'est pas sur des conditions météo exceptionnelles. On est sur des conditions météo qui, forte pluviométrie, bien sûr, les cours d'eau qui rapidement prennent de l'ampleur, mais qui ne sont pas quand même dans un état. C'est pas l'inondation de 88 à Nîmes, c'est pas 2022, c'est pas 2002, c'est pas 2023, c'est pas 2022. Il y a un an ou deux. On est sur quelque chose qui est forte pluviométrie, mais qui n'a pas un caractère très exceptionnel plus que ça. D'abord, il n'y a pas beaucoup de demandes de catastrophes naturelles par les collectivités locales. Mais pourquoi des Gardois franchissent les ponts? Et pourquoi ces Gardois, justement... Alors moi, j'habite à côté du pont de Dions, et je reconnais que quand on est au bord du pont de Dions, que ce pont est barré et qu'il faut revenir en arrière à faire un détour par le pont de Saint-Chapt et prendre demi-heure de route supplémentaire pour aller chez soi, ça peut se poser la question de traverse ou de traverse pas. Il est extrêmement dangereux. Mais quand on voit qu'il y a de l'eau sur le pont, il ne faut surtout pas s'y engager. Et quand on regarde un petit peu les gens qui, partout, que ce soit là ou que ce soit en Cévennes, se sont engagés sur ces ponts, ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas la région, ce n'étaient pas des gens qui vous disaient la culture du risque chez nous. Il faut une signalétique plus forte. Mais des fois, on pense que ce n'est pas une question de signalétique. Je pense que c'est l'individu qui est ainsi fait et que comment dirais-je, on pense toujours qu'on va passer au travers des événements, voilà. Est-ce qu'il y a une question aussi d'éducation de la population? Le département engagé des journées de sensibilisation dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il faut rapidement le remettre en place? Vous savez, dans ces cas comme ça, là, on y est sensible le jour où ça arrive. Et puis, quelques temps après, on a un petit peu oublié la problématique auquel on est confronté. Non, je pense qu'on n'est pas suffisamment conscient que c'est très dangereux de passer sur un pont submersible quand la rivière est en crue. On parle des élections partielles intégrales à Pont-Saint-Esprit. La maire sortante, Claire Lapeyronie, est en danger face notamment au Rassemblement national. Déjà, Denis Boide, est-ce que vous la soutenez? Je présume que oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce qu'il se passe à l'heure actuelle à Pont-Saint-Esprit, en tout cas ce premier tour qui aura lieu à la fin du mois d'avril? Et est-ce que c'est un présage négatif de ce qui pourrait se passer au municipal 2026 dans tout le Gard? Qu'on se mette bien d'accord. En danger, c'est vous qui le dites, hein. Parce que moi, je considère qu'elle n'est pas en danger. Claire Lapeyronie, après la succession de Roger Castillon qu'il a mise en place, qui lui-même avait pris une collectivité territoriale qui était en grave difficulté financière. Elle a, à ses côtés de Roger Castillon, assaini la situation financière de cette commune. Arrivent ces événements qu'on a connus il y a quelques semaines, même quelques mois déjà, où on sentait qu'il y avait un petit problème et un petit souci à Pont-Saint-Esprit. Moi-même, je l'avais à l'occasion dit, vous l'aviez même rappelé dans un de vos dimanches matins où
vous faites vos indiscrétions. J'avais dit qu'il y avait à Pont-Saint-Esprit un danger, qu'il fallait faire très attention. Une situation de blocage On politique. se retrouve là avec des collègues, des camarades à moi, socialistes, qui dénoncent un petit peu la politique qui est menée ou qui ont quelques difficultés de relationnel avec Claire Lapeyronie, le maire, qui font que le maire lui retire ses délégations, ce qui n'était peut-être pas judicieux à cette époque-là, mais je ne connais pas les raisons jusqu'au bout pour savoir s'il fallait le faire ou pas le faire. Aujourd'hui, quelle est la situation ? On se retrouve avec un candidat d'extrême droite, Emmanuel Lepardieu. un candidat de droite et un candidat avec Claire Lapeyronie. Moi, je n'ai pas changé. Je soutenais Roger Castillon à l'époque, je soutiens Claire Lapeyronie et je vais soutenir Claire Lapeyronie. Je peux même vous dire que je crois que c'est le samedi 13, il faut vérifier, mais je crois que c'est ça, où je vais à Pont-Saint-Esprit la soutenir dans la matinée si c'est toujours prévu. Avec Fabrice Verdier. Avec Fabrice, pourquoi je le fais ? Je le fais parce que quand je regarde le sondage au niveau national, comme vous les regardez vous-même, que je vois que le Front National Marine Le Pen fait jeu égal avec un candidat de droite, quel qu'il soit d'ailleurs, Marine Le Pen fait 50% des voix au second tour, je me dis 50% des voix dans un sondage, bien sûr, au niveau national. Si on remet ça au niveau du département du Gard, et si dans le département du Gard, on regarde Nîmes un petit peu à part, qu'il y a un vote Front National qui est beaucoup moins important, on se dit que dans le Gard, c'est 55. Et Pont-Saint-Esprit, dans les cas où le Front National fait 55% des voix. On a la chance, ils ont mis un mauvais candidat, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'est pas du cru, etc., etc. Bon, c'est pas, je pense, le meilleur candidat qu'il pouvait y avoir pour Pont-Saint-Esprit, mais comme je ne suis pas un conseiller du Front National, je me garderai bien de le leur dire. On a de l'autre côté... Pourquoi il faut que les habitants de Pont-Saint-Esprit votent pour Claire Lapeyronie, alors qu'aujourd'hui, ils sont peut-être dans le doute de Parce que je pense qu'elle a quelques soucis. Comment dans un temps aussi court, elle a réussi à faire un collège qui va voir le jour. Il y a l'hôpital qui va voir le jour. Elle a, si j'ai bien compris, un problème de médecins, de renouvellement de médecins. Elle a la région qui va arriver là et qui va faire une maison, enfin elle fera la maison médicale et la région mettra des médecins salariés. Elle a, je crois, pris la conscience que la redevance incitative d'ordures ménagères qui est mise en place par l'agglo, je pense que c'est un bon procédé, honnêtement. Chacun paiera que ce qu'il doit et c'est peut-être bien. Ce qu'il consomme. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place. Donc il faut de l'accompagnement. Peut-être qu'il a manqué d'accompagnement de l'agglo, peut-être qu'il a manqué de l'accompagnement de la ville. Claire Lapeyronie, j'ai eu l'occasion de lui dire, je lui ai dit Claire, peut-être c'est quelque chose qu'il faut regarder de plus près. Inciter les gens à effectivement rentrer dans le moule et faire ce qu'il y a à faire. Derrière ça, il y a des problèmes de saleté. J'ai cru comprendre qu'elle allait mettre un petit peu de l'ordre dans ce truc-là, dans cette problématique-là. Sur la propreté de la commune. La propreté de la commune. Et après, sur les problèmes d'insécurité, n'en faisons pas plus que ce qu'il faut quand même. C'est pas de la compétence municipale. C'est quand même un problème de l'État qui doit faire régner la loi partout dans les quartiers, dans la ville. Angèle, ce dernier mot sur les élections européennes, puisque vous soutenez, je crois, la liste de places publiques, et soutenue en tout cas par le Parti Socialiste, par Raphaël Glucksmann, qui, dans les sondages qui se répètent, semble maintenir sa 3e place et pourrait être la surprise de ce scrutin le 9 juin prochain. Pour le moment, vous êtes 3e place et vous avez raison de le rappeler. En quelques semaines, on est passé de 8,5% à quasiment 13%, si je m'en crois, les derniers sondages. On a dans ce département la chance d'avoir Chloé Ridel qui sera candidate en position éligible parce que, de mémoire... C'est une des seules d'ailleurs candidates de tous les partis dans le Gard. Hein. Je vous dis ça parce qu'en principe, il faut 1% des voix pour avoir un candidat, donc elle est 6e ou 7e sur la liste. On devrait 8e, on devrait largement avoir Claire Ridel, Chloé Ridel être élue. Et derrière ça, il y a Claire Fita, qui est au niveau régional et qui pourrait, si on fait 12-13% et voire plus, être elle aussi élue. Et je crois que c'est une bonne chose parce que Raphaël Glucksmann, moi j'ai pas pu le voir la dernière meeting qu'il a fait à Tournefeuille parce que j'avais mon problème de pied. Est-ce qu'il incarne bien les valeurs de la gauche progressiste ? Les collègues qui étaient là-bas et qui m'ont fait un peu un reporting de comment ils avaient ressenti ce meeting, ils m'ont dit on est parti un petit peu regonflé à bloc parce qu'on a vu
qu'il prenait tous les problèmes liés aux problématiques qu'on connaît de l'Europe aujourd'hui, qu'il les prenait à cœur et qu'il avait des propositions à mener et qui étaient des bonnes propositions. Est-ce que c'est peut-être ce qui manquait au Parti socialiste, c'est l'incarnation? Est-ce que Raphaël Glucksmann aujourd'hui est l'incarnation de cette gauche progressiste pour les prochaines années? Écoutez, il était déjà le candidat la dernière fois. Il est député sortant, en effet. Il est député sortant. Il a fait un travail formidable avec Éric Andrieux, qu'il ne faut pas oublier, quand même, était aussi dans nos doigts et de chez nous, qui ont fait un travail formidable à la région, même à l'Europe, même s'ils n'ont pas toujours fait avancer les choses comme ils auraient souhaité le faire avancer, parce qu'on n'a quand même pas la majorité, il faut le rappeler. Je pense qu'il a un discours qui plaît aux Français. Il a un discours qui plaît aux jeunes. C'est quelque chose de nouveau un petit peu. Et écoutez, on va attendre les élections, mais on va tout faire dans ce département pour qu'il gagne, moi le premier. Et une toute dernière question, un peu bonus. Hier, chez nos confrères de France Inter, François Hollande était invité, l'ancien président de la République. Il fait des coucous, il envoie des cartes postales, il sort un livre là pour les jeunes. Est-ce que dans l'incarnation de 2026, est-ce qu'un président de la République qui a déjà exercé peut revenir? Vous savez ce que je pense de François Hollande, ce que je pensais à l'époque. Je souhaitais qu'il se représente. Peut-être que si c'était représenté, je l'ai dit tout à l'heure, les 5 ans de la présidence de François Hollande, on a contenu le déficit. On n'a pas augmenté l'endettement de la France moins que ses prédécesseurs et son successeur. François Hollande n'a peut-être pas tout fait exactement comme il fallait pendant les 5 ans qu'il a fait. Là, aujourd'hui, il souhaite, je ne sais pas, peut-être revenir. Moi, je le rencontre. Il chemine, en tout cas. Je le rencontre de temps en temps à Paris. Il est toujours intéressant d'avoir son opinion, sa sensibilité, essayer de comprendre ce qu'il veut dire, ou entre les mots, parfois, de ce qu'il nous dit. À regarder ce qu'il veut faire. Merci, Denis Boite, d'avoir été avec nous ce vendredi matin. Merci à vous, Adèle. Bonne journée.